Donc, pour la conférence de ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Mme Anaïs Deleuze. Bonsoir. Qui est orthophoniste et qui est chargée de cours au département d'orthophonie de l'UQTR. Donc, Mme Deleuze est diplômée de l'École d'orthophonie de Lyon, en France, et de l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. En plus de sa pratique en orthophonie, elle est aussi professionnelle de recherche au sein du laboratoire Communication et vieillissement du professeur Yves Joannette au Centre de recherche de l'Institut de gériatrie de l'Université de Montréal. Avec son équipe, elle participe au développement d'outils d'évaluation clinique du langage et de la communication pour les orthophonistes qui œuvrent auprès de personnes ayant subi une atteinte cérébrale, comme par exemple un accident vasculaire cérébral, ce dont elle va nous parler ce soir. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Mme Deleuze et merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, bonsoir. Je vais essayer de ne pas trop jouer avec le micro, mais il y a tendance à remonter, donc ça risque d'arriver plusieurs fois. Donc, ce soir, comme le disait M. Pichet, je vais vous présenter une conférence où je vais vous expliquer, en partant des causes jusqu'aux conséquences sur le langage, tout le processus et tout ce qui peut se passer autour de l'accident vasculaire cérébral. Moi, je considère, au-delà du fait que ce soit mon domaine de pratique, je considère que c'est un sujet qui est vraiment important à connaître de par ses conséquences possibles dans la vie, non seulement sur les personnes qui vont subir un AVC, mais aussi sur leurs proches, puis avoir des connaissances sur les causes des AVC et les conséquences, notamment sur le langage, ça peut permettre d'améliorer la vie de beaucoup de gens. Donc, j'espère pouvoir répondre à cette question-là ce soir. Donc, d'abord, un AVC, pour pouvoir vous le replacer dans un contexte plus général, c'est la première cause neurologique d'hospitalisation au Canada et au Québec. C'est la troisième cause de mortalité et c'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. Donc, c'est ce qui nous intéresse le plus ce soir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas les chiffres autour des hospitalisations puis de la mortalité, mais c'est ceux qui vont avoir besoin de soutien plus tard, ceux qui vont survivre à un AVC et qui vont avoir des séquelles de ces AVC. Les impacts des AVC sont très importants, notamment en termes d'autonomie et de qualité de vie. Je vais pouvoir vous expliquer plus en détail les conséquences possibles des AVC. Mais je trouve important aussi de souligner que les AVC ont des coûts socio-économiques. On sait qu'au Canada, d'après des statistiques qui datent de 2009-2010, on sait que les AVC représentent un coût de 3,6 milliards de dollars par année en termes d'hospitalisation, de services médicaux. Et de tout ce qui s'ensuit de perte d'efficacité au travail, des gens qui vont devoir quitter le travail à cause de leurs conséquences suite à l'AVC. Donc, c'est une problématique de santé globale qui touche à la fois la personne, donc on est vraiment au niveau micro, qui va toucher sa famille, qui va toucher la société et aussi en termes économiques. Alors, je vais essayer de vous faire une mise en situation de ce que c'est un AVC. J'ai essayé de rendre ça vraiment accessible. Si ça ne l'est pas, j'espère que vous aurez plein de questions pour moi à la mesure de mes connaissances suite à la conférence. Donc, en fait, il y a deux grands types d'AVC. Les deux grands types, c'est les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Un AVC ischémique, donc ça représente 80% des cas des AVC, c'est quand une artère cérébrale se bouche, est bouchée par un caillot de sang. Et la raison pour laquelle une artère dans le cerveau peut être bouchée, c'est pour deux principales raisons. Soit parce que l'artère est rétrécie, et dans ce cas-là, elle est souvent rétrécie à cause des dépôts lipidiques, des dépôts de gras qu'il peut y avoir dans ces artères-là. Donc, c'est très lié au cholestérol et à toutes ces problématiques. Et donc, à ce moment-là, un caillot, puisqu'il y en a beaucoup dans le cerveau, des caillots de sang qui vont circuler, c'est totalement normal. Mais si une artère est rétrécie, ce caillot de sang va venir se loger et va boucher le passage du sang. Sauf que le sang, dans le cerveau, c'est le diesel du cerveau, c'est l'essence du cerveau. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que les nutriments, l'oxygène, vont arriver dans toutes les parties du cerveau et vont permettre que le cerveau fonctionne. Et quand le sang se rend dans toutes les zones, toutes les habiletés qu'on a en tant qu'être humain, parler, marcher, avaler, tout ça, tout est lié avec le fonctionnement du cerveau. Donc, si une artère se bouche, on va avoir au final toutes les zones qui vont plus être irriguées par le sang et donc les habiletés qui ne vont plus fonctionner. La deuxième raison pour laquelle on peut avoir une artère bouchée, c'est non pas parce que l'artère est trop petite, mais parce que le caillot est trop gros.
Et quand le caillot est trop gros, on appelle ça une embolie. C'est souvent lié à des difficultés cardiaques, notamment des difficultés du rythme cardiaque. Donc on va avoir un caillot de sang trop gros qui va remonter jusque dans le cerveau et qui va venir se loger dans une artère et avoir les mêmes conséquences que lorsqu'on a donc une thrombose. Le deuxième type d'AVC, c'est ce qu'on appelle les AVC hémorragiques. Donc ça représente 20% des cas d'AVC. Et même si c'est plus rare que les AVC hémorragiques, c'est considéré comme plus dommageable pour le cerveau. Là, ce n'est pas une artère cérébrale qui se bouche, mais une artère cérébrale qui se rompt. C'est-à-dire qu'on a une section de l'artère. En fait, souvent, ce qu'on a, c'est une espèce de poche de sang à la surface de l'artère, soit à l'intérieur du cerveau ou à la surface du cerveau, qui va se rompre. Et c'est souvent lié à des difficultés de tension artérielle, d'hypertension artérielle. Donc, pour vous schématiser les deux types d'AVC, je vous ai mis ici des schémas qui sont des schémas de la Fondation des maladies du cœur. Donc ici, on a de ce côté-là les AVC ischémiques. Donc on voit bien que c'est le caillot de sang qui se loge dans une artère trop petite. Et donc on voit ici les dépôts lipidiques, les dépôts de gras en fait, liés à des pathologies comme le cholestérol qui vont réduire l'artère et empêcher le passage du caillot. Et on voit ici, comme je vous le disais, qu'en fait, si l'artère se bouche, le sang ne se rend plus dans les zones qui sont après cette section-là, et qu'à ce moment-là, toutes les zones ne vont plus être irriguées en sang, en oxygène, en nutriments, et donc ne vont plus fonctionner. De l'autre côté, on a l'AVC hémorragique, où là, on voit bien que c'est l'artère qui se rompt, mais les conséquences sont sensiblement les mêmes, puisque si le sang ne se rend pas après la rupture dans le vaisseau, les sections, les zones qui vont être après cette zone-là ne vont plus être irriguées correctement. En plus de l'hémorragie qui va être créée et qui va empêcher le cerveau de fonctionner correctement. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des conséquences aussi graves d'un AVC, soit ischémique, soit hémorragique? C'est comme je vous le disais, parce que notre cerveau est irrigué, donc le sang part du cœur et se rend jusqu'au cerveau et arrive par des grandes artères qui vont ensuite se diviser en plus petits vaisseaux et qui vont permettre d'atteindre toutes les zones du cerveau. Et à chaque zone du cerveau, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même un peu ça, à chaque zone du cerveau correspond une habileté, marcher, parler, avaler, et donc chaque zone du cerveau doit être irriguée correctement. Je vous ai indiqué ici, mais je ne rentrerai pas dans le détail, les principaux facteurs de risque de contracter un AVC. En fait, il y a deux grands types de facteurs de risque. D'une part, les facteurs de risque sur lesquels on a un pouvoir, les facteurs de risque qui sont modifiables, et d'autre part, les facteurs de risque qui sont non modifiables. Les facteurs de risque qui sont non modifiables, c'est notre âge. Plus on est âgé, plus on a de chances de faire un AVC. Notre sexe, les femmes font plus d'AVC que les hommes, et d'autres tendances qui ont été notées par la recherche. Mais les facteurs de risque modifiables, je vous les ai cités ici parce que c'est les facteurs de risque sur lesquels on a du pouvoir, c'est les facteurs de risque sur lesquels on peut faire quelque chose. Donc les plus importants, c'est la tension artérielle élevée, le cholestérol, la fibrillation auriculaire, qui est une difficulté du rythme cardiaque, et tous ces éléments-là peuvent être contrôlés par une médication. Donc si on sait qu'on a ces problématiques-là, du diabète, la tension, on peut aller voir son médecin puis essayer de le contrôler médicalement en suivant sa médication. Et après, il y a d'autres facteurs de risque comme le tabac, l'alcool, le surpoids qui peuvent être réglés par des changements d'habitude de vie et de comportement. Donc pour résumer, les conséquences d'un AVC, c'est une perturbation du flux sanguin, soit par une rupture d'une artère, soit par le fait qu'elle soit bouchée, qui va amener des perturbations des apports en oxygène et en nutriments. Et le fait que le cerveau ne soit plus irrigué correctement en sang va entraîner une mort neuronale, donc une mort des neurones qui ne sont plus nourris, et donc une perturbation des fonctions cérébrales associées. Et on sait aussi que ce n'est pas seulement la zone qui ne va plus recevoir le sang, qui ne va plus fonctionner, c'est aussi la zone qui est autour, puis parfois même la zone équivalente dans l'autre hémisphère du cerveau. Donc on sait qu'un AVC, ça a une conséquence sur la lésion et autour de la lésion également. Et toutes ces difficultés cérébrales vont apporter des problèmes au niveau physique, par exemple une paralysie, mais aussi au niveau cognitif. Et ce qu'on appelle la cognition, c'est tous les aspects qui sont liés au fonctionnement mental, comme la mémoire, l'attention, le langage.
Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'il est vraiment important de savoir les signes d'apparition d'un AVC. Et c'est pour toutes ces raisons-là, pour les coûts économiques aussi que je vous ai cités, puis pour les conséquences sur la vie des gens, que les organismes gouvernementaux, comme la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, mettent en place des stratégies, des publicités pour pouvoir nous sensibiliser aux signes des AVC. Donc là, je vous en ai préparé une petite juste pour vous montrer ce dont je vous ai parlé. Papa, t'as un côté du visage affaissé. Maman? C'est ça que c'est rien. T'articules mal, pourquoi donc? Chérie, lève tes bras en l'air pour moi. Papa, est-ce que ça va? Valérie, appelle le 911. Ah, je parle du sommeil. Papa? Comment vous vous sentez? Bien. Vous avez subi un AVC, mais comme vous êtes arrivé vite, votre établissement va être rapide. Donc là, ce à quoi on essaie de nous sensibiliser, c'est qu'en fait, quand survient un AVC, le cerveau va être perturbé et que les signes les plus flagrants qu'on peut observer quand quelqu'un est en train de faire un AVC, c'est que son visage, une partie de son visage puisse être déformée ou affaissée, qu'il ait une difficulté à lever un de ses deux bras. Donc on peut demander aux gens de lever les bras. Et on observe aussi souvent un trouble de la parole. Donc vous avez entendu dans la vidéo, on entendait la personne qui était en train de s'exprimer puis qui avait de la difficulté à articuler. Ces trois signes principaux peuvent être le signe d'apparition d'un AVC et c'est pourquoi on invite les gens, quand ils observent ces signes-là, à appeler rapidement le 911. Donc, comme je vous disais, l'AVC, c'est une urgence médicale. Pourquoi est-ce que c'est important d'appeler le 911 très rapidement? C'est parce qu'un traitement est possible si la prise en charge médicale est rapide. Donc, à l'hôpital, lorsqu'on arrive et qu'on a subi un AVC, on va d'abord avoir une série d'examens, notamment un scanner cérébral et une imagerie par résonance magnétique qui va nous permettre de savoir où est localisé l'AVC, quelle est sa sévérité et quel est son type. Et si on se rend compte que l'AVC est ischémique, donc que l'artère est bouchée, comme je vous le montrais, un traitement est possible, et ce traitement s'appelle la thrombolyse. C'est en fait le fait par voie sanguine, de donner un fluidifiant sanguin, une espèce de médicament qui va permettre de dissoudre le caillot de sang et qui va éviter que la lésion ne soit plus grave qu'elle ne pourrait l'être. Parce qu'en fait, dans tous les cas, il y aura une lésion, mais si on réagit vite, elle sera moins grande et puis elle aura moins d'impact. Et les recherches sur le sujet ont démontré que ce médicament-là pouvait être efficace 3 à 4h30 après les premiers symptômes. Donc oui, il faut réagir vite, mais si on n'a pas réagi assez vite, il faut quand même aller à l'hôpital parce qu'il y a probablement quelque chose à faire quand même. Maintenant que je vous ai parlé de ce que c'est qu'un AVC, je voudrais vous parler plus précisément des conséquences sur nos vies. Selon le type d'AVC et selon la zone cérébrale qui va être touchée, on peut avoir de nombreuses conséquences. La plus connue et la plus évidente, parce que c'est la plus visible, c'est la paralysie, le fait d'avoir une moitié du corps qui va être paralysée partiellement ou complètement. Pourquoi une moitié du corps? Parce que si on a un AVC dans l'hémisphère gauche, par exemple, il se trouve que nos nerfs se croisent, c'est ce qu'on appelle la décussation, et ça fait en sorte que si on a une atteinte dans l'hémisphère gauche, c'est la partie de notre corps à droite qui va être atteinte. Inversement, si on a une atteinte dans l'hémisphère droit, on va avoir une atteinte de la partie gauche de notre corps. Et cette paralysie va également toucher souvent le visage. Ce qu'on va observer aussi, c'est une perte de la sensibilité dans les mêmes zones. Donc, si on a une atteinte de la motricité du côté gauche, par exemple, on va également avoir une perte de la sensibilité au toucher, par exemple, qui peut être de différents degrés, de différentes sévérités. Et c'est ce qui m'intéresse ce soir, c'est qu'on peut aussi avoir ce qu'on appelle des troubles cognitifs, notamment des difficultés au niveau du langage et de la communication. Donc l'AVC est une cause courante de difficultés chez l'adulte au niveau du langage et de la communication. C'est ce qu'on appelle l'aphasie. On peut également observer des troubles de la déglutition, c'est-à-dire des difficultés à avaler. Et ce n'est pas anodin, la raison pour laquelle je vous le cite, c'est parce qu'on sait que les troubles de déglutition peuvent mener à des difficultés graves. Quelqu'un qui avalerait systématiquement sa salive de travers ou qui avalerait systématiquement une partie de ses aliments ou une partie de ce qu'elle boit de travers, enverrait dans ses poumons des microbes, enverrait dans ses poumons des choses qu'elle n'est pas censée emmener, puis pourrait contracter ce qu'on appelle une pneumonie d'aspiration,
qui est une des causes principales de décès dans les hôpitaux. On peut aussi observer des troubles visuels, une perte auditive et des troubles de l'humeur et du comportement. Moi, je voudrais vous parler principalement de l'aphasie ce soir. C'est une perte totale ou partielle de la capacité à communiquer. Communiquer, c'est-à-dire s'exprimer, comprendre, lire ou écrire. Et l'aphasie peut être observée à des degrés plus ou moins sévères, et c'est généralement à la suite d'une atteinte de l'hémisphère gauche. On sait que les zones cérébrales liées au langage sont principalement situées dans l'hémisphère gauche. L'objectif de ma conférence ce soir, c'est de vous montrer aussi que ça peut être situé également dans l'hémisphère droit, et que donc un AVC de l'hémisphère droit ne devrait pas être pris en charge de façon anodine, notamment en orthophonie. Les manifestations de l'aphasie. Donc, quelqu'un qui va avoir eu un AVC, imaginons hypothétiquement quelqu'un qui a un AVC de l'hémisphère gauche et qui présenterait des difficultés au niveau du langage et de la communication, pourrait avoir les difficultés suivantes. On pourrait observer, et c'est ce qui est observé le plus fréquemment, ce qu'on appelle un manque du mot. Un manque du mot, ça, on l'expérimente tous les jours, nous, au quotidien, même sans avoir fait d'AVC. C'est le fait de vouloir dire quelque chose, puis d'avoir le mot au bout de la langue. On cherche notre mot, on ne sait pas ce qu'on veut dire, puis ça nous énerve. Puis, chez les personnes aphasiques, c'est quelque chose qui leur arrive à la journée longue. Ils cherchent leurs mots tout le temps. Ils savent exactement ce qu'ils veulent dire, mais ils ne trouvent pas le bon mot. Mais le cerveau est intelligent, le cerveau compense. Donc, quand on cherche ces mots, quand on ne trouve pas de mots précis, on va mélanger ces mots. On va utiliser des mots pour d'autres. On va soit utiliser des mots qui sont dans un sens qui est proche. Par exemple, on va dire « ouvre-moi la clé » plutôt que « ouvre-moi la porte », par exemple. Mais on peut aussi mélanger les sons dans nos phrases. Donc, on dirait, par exemple « donne-moi le cateau » au lieu de « donne-moi le couteau ». Et ça, c'est quelque chose qui est fréquemment observé chez les personnes aphasiques. Et ça paraît anodin dit comme ça, mais à la journée longue, quand on cherche ces mots et quand on mélange tous ces mots, ça devient compliqué de s'exprimer, ça devient compliqué de se faire comprendre. Et un autre moyen de compenser ces difficultés-là, ça peut être d'utiliser des gestes. Donc, c'est des gens qui pourraient, par exemple, avoir beaucoup de difficultés à s'exprimer, mais pointer les choses pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'ils veulent dire. Ce qu'on observe aussi très souvent, c'est une réduction de l'expression, c'est-à-dire une réduction de la quantité de mots, la quantité d'informations qu'on est capable de transmettre. Donc, c'est des gens qui pourront parler peu ou parler moins. Et ça pourrait même être, au départ, vraiment tout à fait à la suite de l'AVC, ça pourrait être même un mutisme, c'est-à-dire des gens qui pourraient ne pas du tout parler et retrouver progressivement la parole avec la récupération cérébrale et avec l'aide de leur orthophoniste qui va les aider en rééducation. Et ça pourrait être tellement difficile de s'exprimer que ces gens-là ne pourraient répondre qu'à des questions par oui ou par non. On observe aussi chez les personnes aphasiques ce qu'on appelle un trouble arthrique, c'est-à-dire des difficultés de prononciation. Donc, en plus d'avoir de la difficulté à trouver leurs mots, en plus de mélanger leurs mots et de parler peu, mais quand ils s'expriment, ils articulent mal. Et ça peut être tellement difficile que ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le jargon, c'est-à-dire qu'on s'exprime avec tellement de difficultés, on mélange tellement ces mots, qu'on n'arrive pas du tout à se faire comprendre, et ça devient un discours incohérent que notre interlocuteur ne comprend pas du tout. On observe aussi généralement chez ces personnes-là ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est-à-dire un mot qui va revenir souvent comme une espèce de leitmotiv, un mot qui revient. Donc, par exemple, quelqu'un qui ponctuerait toutes ses phrases par un « oh mon Dieu », mais ça devient au final envahissant, puis ça peut vraiment poser des problèmes en société aussi, si on a toujours une expression qui revient, puis que ce n'est pas juste un toc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Les personnes aphasiques ont aussi fréquemment des problèmes de compréhension, qui ne sont pas juste des difficultés à s'exprimer, ils en ont aussi à comprendre ce qu'on leur dit. Et ça se manifeste principalement sur les phrases longues et complexes, notamment les phrases, par exemple, les phrases passives. Si par exemple, je disais à une personne aphasique, j'ai été amenée par ma mère à la conférence, la personne aphasique aurait de la difficulté à déterminer qui a été amené par qui. C'est le genre de formulation de phrase qui va être difficile à comprendre. Ils vont avoir de la difficulté à comprendre les mots rares et abstraits. Par exemple, le mot « maison » serait plus facilement compréhensible que le mot « justice », qui est un peu plus difficile à représenter et qui est plus abstrait. Et enfin, là aussi, ce n'est pas un détail, les personnes aphasiques peuvent avoir des difficultés parfois sévères à lire et à écrire, ce qui peut au quotidien être un handicap très important. Je pense que vous pouvez l'imaginer.
Maintenant, là, je vous ai parlé des conséquences, vraiment, je vous ai parlé un peu en termes orthophoniques, mais ça, on s'en fiche un petit peu dans la vie au quotidien, de savoir si la personne a un manque du mot ou si elle a des difficultés à comprendre des phrases passives. Ce qui est compliqué dans la vie, c'est les conséquences que ça a dans nos vies. Et c'est ça qui nous intéresse, puis c'est ça qui m'intéresse de vous transmettre ce soir, c'est prendre conscience que ces difficultés de langage-là, c'est pas juste de la fioriture, c'est pas juste superficiel, c'est pas juste pour faire joli. Parler, s'exprimer au quotidien, c'est indispensable. Et si on a des difficultés à s'exprimer de façon efficace, qu'on ne peut plus passer ses messages, qu'on ne peut plus exprimer ses besoins, ses envies, ce qu'on aime dans la vie, ben on est réduit au quotidien. Pour la personne aphasique, les conséquences qu'on observe, et là, toutes ces données sont tirées d'une étude de Bernard Michalet, qui est le directeur de l'école d'orthophonie à l'Université de Trois-Rivières, de Guylaine Ledorz et de Madame Tétrault. Toutes ces données ont été compilées à partir de témoignages de personnes aphasiques et de leurs familles sur les conséquences principales dans leur vie. J'imagine qu'on peut tous se mettre, en tout cas moi, pour fréquenter souvent des personnes aphasiques, je suis capable de me mettre dans la peau d'une personne aphasique et le sentiment de perte lié à ne plus être capable de s'exprimer ou de comprendre le langage peut vraiment être quelque chose de très handicapant. On perd ses repères, on perd ses rôles sociaux, on peut perdre son travail, on perd sa place dans sa famille, au sein de son entourage. Et ces sentiments de perte peuvent être vraiment très handicapants. Ça a évidemment un impact sur la personnalité. Tous les gens qui me connaissent savent que si demain on m'enlevait la parole, je ne serais pas la même personne. Donc il y a beaucoup de gens qui expriment leur personnalité au travers de ce qu'ils disent, au travers de ce qu'ils sont capables d'exprimer. Et on peut imaginer l'impact que ça a sur la vie de quelqu'un pour qui c'est important de perdre ces habiletés-là. 60 à 70% des personnes aphasiques vont également présenter des symptômes de dépression, qui ne sont pas juste des symptômes de dépression en réaction au fait d'être aphasique. Ce n'est pas juste parce que c'est difficile, c'est aussi parce que l'AVC, c'est un problème neurologique et qu'on peut observer, suite à un AVC, des dérèglements au niveau neurologique qui vont faire qu'on va avoir des symptômes de dépression qui sont vraiment d'origine cérébrale. On va observer un isolement social, une diminution des perspectives professionnelles et bien sûr une atteinte de la qualité de vie et du bien-être psychologique. Et de plus en plus, les auteurs sur le sujet, les chercheurs, s'intéressent sur les conséquences de l'aphasie sur les proches, sur leur entourage, leurs enfants, leurs conjoints. Et ils ont compilé les données suivantes. Donc on observe chez les proches, donc là c'est surtout auprès des conjoints-conjointes, des difficultés psychologiques, un isolement social, parce que bien sûr, si du jour au lendemain, notre conjoint ne comprend plus les conversations de groupe, n'est plus capable de s'exprimer dans un groupe d'amis, ben on peut être amené à se retirer de ces situations-là, ne plus aller dans les soirées où on parlait de politique, où on parlait de choses complexes, parce que ça peut devenir compliqué. Il peut aussi y avoir des malentendus et des croyances non fondées dans l'entourage. Par exemple, des amis qui auraient de la difficulté à comprendre que les difficultés langagières de la personne ne sont pas une question de mauvaise volonté, mais vraiment des difficultés neurologiques. On peut aussi être amené à en avoir un peu marre d'expliquer tout le temps qu'on a envie que notre conjoint ou notre conjointe soit inclus dans les conversations. Ça peut amener des conflits. Bien sûr, ça amène une restructuration de la vie, parce que si notre conjointe a un AVC, souvent il n'aura pas juste une aphasie, il va aussi avoir des difficultés motrices, il peut peut-être être en fauteuil roulant. Du jour au lendemain, on n'est plus un conjoint, une conjointe, on est aussi un aidant naturel. On est quelqu'un qui va devoir aider notre amour à se doucher, à manger, et ça devient très compliqué au quotidien. Et donc, ça peut aussi amener ces gens-là à vivre une diminution ou une perte de l'identité personnelle jusqu'à se définir uniquement comme aidant naturel et pas comme amante, amie ou mère. On peut aussi avoir tendance à moins s'occuper de ses enfants et plus de son conjoint, donc ça peut être un peu compliqué au quotidien. Et l'Organisation mondiale de la santé considère depuis les années 80 environ qu'on devrait davantage considérer ces conséquences-là dans la vie que les simples conséquences cérébrales. Plutôt que de se demander si la personne a récupéré son langage, a récupéré tout ou partie de son langage, on devrait se demander si, dans sa vie, est-ce que ça fonctionne ? Si on récupère, est-ce que cette récupération-là, elle est suffisante pour se sentir bien dans sa vie, pour récupérer son travail, pour reprendre la place qu'on avait dans son entourage ? C'est pour ça que l'OMS a décidé de penser maintenant en termes de situation de handicap
C'est-à-dire de dire que les personnes aphasiques, ou en général n'importe qui aurait une pathologie, ne vit pas juste une maladie, mais vit des situations qui le restreignent dans sa vie et qui peuvent le restreindre, notamment au niveau de sa participation sociale, donc sa place dans la société en tant que citoyen, conjoint ou parent, par exemple. Alors maintenant, je voudrais vous présenter quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En fait, l'Association des personnes aphasiques à Montréal a compilé des mises en situation de personnes aphasiques et de leurs conjoints pour pouvoir justement mettre en avant l'impact que peut avoir l'aphasie dans une conversation, dans une prise de décision importante. Donc, je voudrais vous montrer maintenant une séquence en fait, d'un DVD qui a été publié par l'association et qui est disponible gratuitement sur demande auprès de l'association. Bien sûr, un don à l'association est apprécié tout de même. Et donc, c'est un DVD qui permet de sensibiliser les gens à des façons de communiquer, à des façons d'aider en fait, les personnes aphasiques à communiquer efficacement et à se faire comprendre. Donc, je vais vous montrer un premier extrait qui est vraiment une mise en situation avec une personne aphasique. Donc là, on va voir cette dame-là, qui est une personne aphasique qui est très, très impliquée à l'association. Et on va la voir avec son conjoint en train d'avoir une conversation avec un agent d'immeuble. Donc, ils essayent de vendre leur maison et on va voir que l'aphasie rend les choses très compliquées. Le premier extrait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça doit être Mme Pro. Mais tu le sais, là, on en a parlé. L'agent d'immeuble qui vient nous rencontrer ce soir. Alors, on va mettre une date de possession assez rapide. Et puis, entre-temps, si jamais vous voyez quelque chose qui vous tente, ben, on fera une offre conditionnelle à la vente de la maison. Non. Non. Ah, mais c'est parce que ça va vous éviter de vous retrouver avec 2 maisons en même temps. Puis, si jamais vous voyez quelque chose qui vous tente, ben, vous ne voulez pas passer à côté. Fleur. Fleur. Oui, on en a déjà parlé. Là. On va aménager dans un condo, tu vas pouvoir mettre des boîtes à fleurs. Fleur. Ça va prendre un balcon. Fleur. Fleur. Oui. Oui, j'ai compris, madame, oui. Écoutez, ça ne devrait pas être compliqué de trouver un balcon, hein. Fleur. Je te l'ai dit, tu vas pouvoir faire pousser des fleurs. Fleur. 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 Écoutez, là, je pense que votre femme n'a pas l'air d'accord. Là. Je ne veux pas forcer la vente, là, moi. Là. Bon, je vais y aller. Mais avant de faire déplacer un agent, là, il faut s'assurer que les vendeurs aient compris dans quoi ils s'engagent et puis qu'ils sont d'accord. Hein? On comprend dans quoi on s'engage, puis on est d'accord. Ma femme, je sais pas ce qu'elle a. Là. Elle oublie. Je vais vous rappeler. Est-ce que ça prend les 2 signatures pour conclure la transaction? Oui. Je vous rappelle. Oui, ça prend les 2 signatures de la personne pour vendre la maison parce qu'une personne aphasique a aucune perte de potentiel intellectuel, comprend tout ce qui se passe, a le droit de prendre des décisions. Et donc, c'est en appliquant des stratégies de communication pour aider cette personne-là à comprendre la situation. On voit que l'agent d'immeuble parle très vite, elle utilise des phrases très longues. D'ailleurs, son conjoint n'a pas pris le temps d'introduire la situation, il n'a pas pris le temps d'introduire que sa femme était aphasique. Il ne l'a pas reconnu comme un interlocuteur. Il ne l'a pas reconnu comme quelqu'un qui pouvait participer à la conversation. Sauf que cette personne-là, en utilisant le mot « fleur », n'avait probablement pas d'autre moyen d'exprimer quelque chose de beaucoup plus profond que le fait de vouloir avoir des fleurs dans son jardin. Et on sait maintenant, grâce à de nombreuses recherches dans le domaine de l'orthophonie, qu'il y a des moyens très simples, des moyens très pratico-pratiques, de pouvoir soutenir ces personnes-là dans l'expression de leurs besoins et dans l'expression de leurs envies. Donc je vais vous montrer maintenant une vidéo où on voit ce qu'il faut faire. Et je vous assure que ce n'est pas surjoué. Quand on fait ça, c'est ça qui se passe. On va construire la cuisine qu'on a toujours voulu. Puis elle va être conçue pour que ce soit facile pour toi, puis elle va être assez grande pour recevoir les enfants. Oui. Oui. Écoute, l'agent d'immeuble va arriver bientôt, puis je pense que j'en ai trouvé une vraiment bonne.
Elle va nous aider à vendre la maison puis à trouver notre nouveau condo. Fleur. 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 Écoute, je te promets que notre nouveau condo va avoir un balcon pour faire pousser tes fleurs. Fleur. Fleur. Mais quand tu dis fleurs, tu parles de ton jardin? Non. Oh, les enfants. Le party autour de la piscine. Réveillon de Noël. Fleur. T'es triste de quitter la maison avec tous nos souvenirs, hein, c'est ça. Moi aussi, je trouve ça dur, hein, de vendre la maison. Mais écoute, on va avoir moins d'entretien, moins de ménage. Puis on va avoir plus de temps là, pour nous autres, là, pour sortir. Et puis on va peut-être pouvoir le faire, notre voyage. Hein? Oui, oui. On va trouver un endroit que tu vas aimer, promis. Vraiment une grande maison, hein? Mon épouse Diane. Enchantée, madame. Diane a fait un AVC. On parle lentement, puis tout se passe bien. Bon. Avez-vous une carte d'affaires? Oui, bien sûr. Voilà. Christiane Proulx, agent d'immeuble, Québec Immobilier. Fleur. Fleur. Quand Diane dit fleur, elle veut dire qu'elle est triste de quitter la maison. Ça vous rend triste de vendre votre maison, c'est ça? Oui, oui. Vous voulez me montrer quelque chose, là? Hein? François. Maude. Jade. OK, c'est vos enfants? Oui. Ils ont été élevés ici. Ah, ben oui. Écoutez, c'est normal, c'est un gros événement hein, de quitter la maison où on a élevé nos enfants. Mais je vais vous trouver un beau condo là, à votre goût. Là, dites-moi, là, c'est quoi le critère le plus important pour vous? Là? Est-ce que vous cherchez, là, je sais pas, là, un ascenseur, un plancher de bois franc, un stationnement privé, une piscine, un balcon, un walk-in, un aspirateur central? Nommez-le, on va le trouver. Qu'est-ce qui est plus important pour toi dans notre nouveau condo? Hein? Ascenseur, stationnement. Dans le fond, je vais le couper ici parce qu'on a l'essentiel de ce que je voulais vous montrer. Donc, en fait, ce que j'aimerais que vous reteniez de ces extraits, c'est que la plus importante chose à retenir, en fait, c'est que la personne aphasique, quoi qu'elle essaye de dire, quelle que soit la façon dont elle le dise, quoi que ça paraisse maladroit, elle reste compétente et elle a quelque chose à dire. En fait, la personne aphasique a le droit de participer aux décisions de sa vie. D'ailleurs, certaines orthophonistes qui sont à la fois impliquées dans des organismes cliniques et dans des milieux de recherche ont développé des outils pour permettre aux personnes aphasiques de prendre les décisions importantes dans leur vie, comme par exemple décider en milieu de soins si elles voudraient être réanimées ou non, s'il leur arrivait quelque chose. Il y a notamment une orthophoniste à Montréal qui s'appelle Marie Julien, qui a développé un outil qui permet, sur la base d'images, de pictogrammes, et qui a été pensé pour les médecins, pour les infirmiers, pour pouvoir permettre cette discussion-là tant importante qui est de savoir si on aimerait être réanimé, s'il nous arriverait quelque chose. Et construire ce genre d'outil, c'est ni plus ni moins que reconnaître à la personne que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le vecteur pour s'exprimer qu'on n'a pas le besoin de le faire et qu'on ne peut pas prendre des décisions pour soi-même. Ce que nous montre ce vidéo aussi, c'est que c'est important de renseigner les interlocuteurs sur le problème de la personne aphasique de manière positive, donc contextualiser la situation. Ma conjointe a fait un AVC, elle est aphasique, donnez quelques conseils, parlez lentement, ne dites pas trop de choses d'un coup, et puis
être capable de valoriser la personne dans ce qu'elle veut dire. Vous voyez, ma conjointe, quand elle utilise ce mot-là, veut dire autre chose. Je vais prendre le temps de voir avec elle. Parce que dans la vraie vie, quand on a ce genre de conversation avec un agent d'immeuble puis avec notre conjoint, à moins qu'on soit dans une dynamique de couple qui est un peu mauvaise, on ne couperait pas la parole de notre conjoint au milieu, on ne laisserait pas quelque chose d'important, de non dit, on ne laisserait pas une conversation comme ça si importante avec notre conjointe qui sort de la pièce et on n'a pris aucune décision et a priori notre conjointe n'est pas d'accord pour vendre la maison. Donc ça nous prouve aussi que pour ce genre de conversation importante avec une personne aphasique, il faut prévoir du temps. Parce qu'on ne peut pas régler ça rapidement comme ça, on ne peut pas faire ça de façon superficielle sur un coin de table, parce qu'on sait que la personne aphasique ne va pas tout saisir, ne va pas tout comprendre. C'est pour ça que son conjoint utilise le iPad. Il utilise son iPad pour montrer des photos, pour avoir un support visuel. Il écrit ce qu'il dit pour avoir un support visuel aux mots les plus importants. Il écrit stationnement, il dit stationnement en même temps. Il écrit est-ce que tu veux un jardin, il écrit le mot jardin, puis il va le nommer en même temps. Et c'est en utilisant ces différents biais qu'on va faciliter la compréhension de la personne aphasique. Il faut aussi apprendre à décoder les intonations de la personne. On voit bien que le mot fleur, dit plusieurs fois dans ce contexte-là, n'était pas dit avec les mêmes intonations et que pour la personne, il n'avait pas la même signification. Et c'est en prenant le temps de s'attarder à cette situation-là qu'on va savoir ce que voulait vraiment dire la personne. Il faut aussi avoir de l'attention à l'émotion, de l'attention au non-verbal, parce que quand on ne peut pas s'exprimer par le verbal, il y a souvent plus de choses qui passent par le visage et par le corps. Et puis, ne pas forcément parler à la place de la personne, compléter ses phrases, mais essayer d'abord de comprendre ce qu'il veut nous dire avant de compléter ce qu'il essayait de dire. Et puis, comme c'est montré dans ce vidéo, se servir d'outils de communication comme les tablettes électroniques, des albums photos, ou simplement un papier, un crayon, écrire les mots-clés pour la personne. Donc si jamais dans la salle, certaines personnes ou des personnes qui ont dans leur entourage une personne aphasique ou des étudiants dans des domaines qui pourraient avoir besoin de connaître ces techniques-là, souhaitent avoir des informations, ce DVD-là donc, est accessible et il y a de nombreux articles scientifiques et de nombreux sites internet d'associations qui donnent des listes comme ça de stratégies. Et puis, les orthophonistes sont là pour vous aider à appliquer, justement, à déterminer les stratégies les plus efficaces à appliquer avec un proche et à vous soutenir dans leur application. Maintenant, je vais passer, je sais que je suis en retard, je vais passer sur un sujet aussi qui est très important. Tout ce dont je vous ai parlé maintenant, ça touchait principalement les AVC qui avaient lieu dans l'hémisphère gauche. On sait que les aphasies, telles que je vous les ai décrites, les aphasies très traditionnelles, sont plutôt consécutives à une atteinte de l'hémisphère gauche. Et on sait maintenant que, contrairement à cette image qui montre une dichotomie, là, une vraie opposition entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche qui serait très carré, pragmatique, très dans le raisonnement, puis l'hémisphère droit qui serait très passionnel, très créatif. On sait maintenant que en fait, le cerveau ne fonctionne pas exactement de cette façon-là, que oui, il y a du vrai dans cette image-là, mais il y a aussi des nuances à apporter. On sait maintenant que les hémisphères sont beaucoup plus complémentaires. Je veux juste vous faire une petite une petite trame historique là, à ce sujet-là. En fait, au 19e siècle, quand on a commencé à découvrir un peu les méandres du cerveau et à se poser la question de savoir comment il fonctionnait et surtout de savoir à quelle zone cérébrale correspondait quelle habileté, on s'est rendu compte que, oui, quand on avait une atteinte de l'hémisphère gauche, on avait plus souvent des atteintes du langage parce que ces atteintes-là, elles étaient plus visibles, elles étaient plus évidentes. Quelqu'un qui parle plus, c'est assez évident qu'il a un problème langagier. Mais à partir, là je fais un gros pas dans l'histoire, mais à partir des années 1960, on a observé au travers d'études en psychologie une asymétrie en fait entre les deux hémisphères. On s'est rendu compte qu'ils avaient chacun leur spécialité, mais qu'en même temps, ils étaient complémentaires. On a commencé à s'en rendre compte, puis on continue encore à s'en rendre compte aujourd'hui, et notamment au niveau du langage et de la communication. On sait maintenant qu'une atteinte de l'hémisphère droit, un AVC de l'hémisphère droit peut aussi avoir des conséquences sur la communication et sur le langage, qui sont d'un autre ordre, qui ne sont pas les mêmes, mais qui existent tout de même. Donc une personne qui va avoir une atteinte de l'hémisphère gauche, comme je vous l'ai montré, va plutôt avoir des impacts sur le langage en tant que tel, être capable de trouver ses mots, être capable de comprendre,
alors qu'une personne qui va avoir une atteinte de l'hémisphère droit va plus avoir des difficultés au niveau de ce qu'on appellerait caricaturalement la communication, la façon d'être en interaction avec la personne. On va observer, je vais essayer de vous résumer ça en allant au plus important. On observe principalement chez ces personnes-là des troubles de la prosodie, donc des gens qui vont parler sur un ton très monocorde, comme ça, sans aucune intonation émotionnelle, et eux-mêmes vont avoir de la difficulté à comprendre les intonations de colère, de joie chez la personne qui leur parle. On va aussi observer des difficultés avec les mots rares, les mots abstraits, la compréhension des métaphores, ça c'est vraiment difficile pour ces personnes-là. Et puis, dans la façon dont ils s'expriment, c'est des gens qui parlent souvent, beaucoup, qui ne s'arrêtent pas, qui partent dans une idée, puis qui vont très très loin dans cette idée-là, mais qui en même temps peuvent changer d'idée sans prévenir, puis jamais revenir sur l'idée d'avant, donc ça peut être très perturbant pour leur interlocuteur. Puis souvent, ils ne comprennent pas non plus les sous-entendus. Donc on parle énormément en sous-entendu dans la vie, toutes les choses un peu subtiles qui passent par des blagues, par de l'humour, par du sarcasme, ils ne vont pas le comprendre. Donc ça fait en sorte qu'on se retrouve caricaturalement devant un interlocuteur un peu froid, qui ne comprend pas tellement les émotions, qui ne comprend pas tellement l'humour. Donc ça fait en sorte qu'on peut avoir des moments d'interaction un peu particuliers avec ces gens-là. Puis souvent, en tout cas au début, quand le cerveau n'a pas eu le temps encore de bien récupérer, ces gens-là ne sont pas conscients de leurs difficultés. Donc on a beau leur dire « je ne comprends pas ce que tu dis, je ne comprends pas où tu t'en vas » ou « parle moins vite », ils vont avoir de la difficulté à comprendre qu'il se passe quelque chose. Et on observe chez 50% des personnes qui vont avoir une atteinte de l'hémisphère droit, on observe ces difficultés-là. Elles sont plus subtiles, mais on les observe. 50%, c'est beaucoup. C'est autant, justement, de personnes aphasiques suite à une atteinte de l'hémisphère gauche. Donc c'est des atteintes qui ne devraient pas être négligées, et elles le sont de moins en moins, en tout cas par les orthophonistes et par les milieux de recherche. Et notamment le laboratoire de recherche dans lequel je travaille développe autant des projets de recherche pour préciser les difficultés de ces personnes-là, mais aussi développe des outils cliniques qui leur sont principalement dédiés, et notamment forment les orthophonistes à mieux s'occuper de ces personnes-là. Alors autant pour les personnes qui vont avoir une atteinte de l'hémisphère gauche que de l'hémisphère droit, on peut tous se poser la question de savoir s'il y a des récupérations possibles. Et oui, il y en a, il y a une récupération possible. Tout d'abord, le cerveau, comme je vous disais tout à l'heure, le cerveau, il est efficace, puis il est économe. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il va trouver une solution. Et il peut trouver une solution assez rapidement, en tout cas essayer de trouver un semblant de solution après un AVC. Donc souvent, ce qu'on observe après un AVC, c'est qu'il y a un œdème qui va se créer autour de la lésion, c'est-à-dire une zone un peu qui va enfler, qui va s'inflammer. Et il va aussi y avoir une accumulation de sang. Et quand quelques heures, quelques jours après l'AVC, déjà cet œdème, le sang autour de la lésion va se réduire et va faire en sorte que le cerveau va être un peu moins anesthésié par l'AVC. Puis il va aussi créer des nouvelles cellules. Il va créer des nouvelles synapses dans son système pour comme essayer de réagir à l'AVC en se disant j'ai des zones qui sont mortes, a priori je vais avoir besoin de créer de nouvelles synapses pour refonctionner correctement. Et on sait aussi qu'au-delà de créer de nouvelles synapses, au-delà de créer de nouvelles cellules, il va y avoir des nouvelles connexions entre certaines zones qui n'étaient pas nécessairement connectées à ce point-là avant, mais qui vont l'être davantage pour compenser en fait l'AVC, pour trouver une solution. Puis on sait même maintenant qu'une personne, par exemple, qui aurait une aphasie suite à un AVC de l'hémisphère gauche, pourrait récupérer en partie son langage parce que l'hémisphère droit participe en fait à compenser, à l'aider en fait à récupérer. Et en plus de tout ça, on peut ajouter à ça la rééducation, qui, quand elle est faite de façon intensive, au bon moment, donc c'est-à-dire dans les premières semaines, dans les premiers mois, de façon intensive, rigoureuse, spécifique, dans des centres de réadaptation, par exemple, on sait que cette rééducation-là va avoir un impact sur la plasticité cérébrale. En fait, elle va potentialiser la plasticité cérébrale. Elle va faire en sorte que le cerveau, plutôt que d'essayer de trouver une solution tout seul, il va essayer de trouver une solution, mais qu'elle va être appropriée. Donc on va créer des connexions cérébrales qui vont être appropriées pour pouvoir avoir une récupération. Et on sait d'ailleurs que cette plasticité cérébrale et l'efficacité de la rééducation peut se voir jusqu'à plusieurs années après l'atteinte.
Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a fait un AVC il y a plusieurs années et qui est encore dérangé au niveau de son langage et de sa communication, il y a encore des choses possibles. Il y a des études qui sortent tout le temps sur ce sujet-là, qui démontrent qu'une plasticité est possible à ce moment-là. Et j'ai fini. Donc, en conclusion, je vous fais un petit résumé des points que je considère les plus importants dans cette conférence. Le premier, c'est de connaître les signes de l'AVC. Je pense qu'on ne le redira jamais assez. Si on veut réagir rapidement, il faut savoir comment ça fonctionne. Et comme nous le dit la Fondation des maladies du cœur, il y a juste 3 éléments à retenir. C'est lever le bras, demander à la personne de parler et regarder la forme de son visage. Si on est capable de faire le 911, à partir de là, on peut déjà minimiser les conséquences. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir des difficultés et vivre des situations de handicap et voir sa participation sociale réduite quand on a un impact dans l'hémisphère gauche, mais aussi dans l'hémisphère droit. Et c'était encore méconnu il y a quelques décennies. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que l'atteinte soit à gauche ou à droite, la personne conserve son potentiel intellectuel. Quelle que soit la sévérité de son atteinte, quelle que soit la sévérité de ses symptômes, elle conserve tout son potentiel. Et elle peut prendre des décisions, et elle doit être incluse dans les décisions. Et pour pouvoir aider ces personnes-là à être incluses dans les décisions, il faut demander de l'aide, il faut demander du soutien. Donc les orthophonistes sont là pour vous aider à faire ça. Donc en plus de vous aider à comprendre l'aphasie, les AVC et tout ce fonctionnement-là, l'orthophoniste peut aussi donc soutenir la personne dans sa progression, donc en offrant une rééducation et en soutenant ses proches pour leur donner des stratégies, notamment le type de stratégie que je vous ai présenté tout à l'heure. Tout ça, ça s'entraîne. On ne devient pas un bon communicateur avec une personne aphasique du jour au lendemain. Ça s'entraîne. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide si on se sent impuissant. Et enfin, comme je vous le disais, une amélioration du langage et de la communication est possible, même plusieurs années après un AVC. Je vous donne quelques ressources. Je vous les nomme rapidement, mais elles seront sur le site internet en fait, de la semaine de conférence. Vous aurez un lien à côté de mon vidéo, a priori, avec une liste des ressources à joindre. Je vous ai fait une liste résumée, courte, mais il y a plein de ressources. La ressource principale à Trois-Rivières, en orthophonie, c'est la clinique multidisciplinaire en santé de l'université. Il y a un service en orthophonie qui peut offrir du soutien à des personnes aphasiques. Et je discutais cette semaine avec une professeure qui travaille dans cette clinique-là, qui me disait qu'elle voyait fréquemment des gens qui avaient eu un AVC il y a plusieurs années et qui démontraient du progrès grâce à ce soutien-là. Il y a l'Association des personnes aphasiques de la Mauricie, qui offre de nombreuses activités de soutien, aussi des groupes de communication pour les personnes aphasiques. Je vous invite aussi, si jamais vous cherchez plutôt un orthophoniste dans le privé, à consulter le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Et pour aller plus loin sur le sujet de l'aphasie, il y a ce DVD que vous pouvez demander. Donc je vous mettrai le lien pour le demander. Et il y a aussi ce document-là qui est disponible gratuitement sur Internet. Il est disponible sous format PDF là, sur Internet. Donc ça s'appelle « Vous connaissez une personne aphasique ». C'est un document officiel réalisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui résume la question des AVC, de l'aphasie, des conséquences et qui donne quelques stratégies de communication. C'est un bon point de départ pour avoir de l'information et pour aller lire en phrases tout ce que je vous ai dit ce soir. Et puis pour aller plus loin sur le sujet des AVC spécifiquement, le site internet de la Fondation des maladies du cœur est extrêmement bien fait et contient énormément d'informations. Donc c'est une très bonne ressource et c'est une ressource fiable. Donc voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et pour votre intérêt. Et ça me ferait très plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, merci. Bonsoir. Est-ce que les troubles consécutifs à l'AVC, est-ce que ça peut apparaître plus tard? Moi, j'ai l'impression pour mon conjoint que ça commence, l'AVC est en 2012. J'ai l'impression que c'est plus là que je vois des changements au niveau comportement, déficit d'attention, ça oui. Alors, est-ce que ça peut apparaître plus tard ou si ça aurait dû sortir normalement? Ou Habituellement, ce qu'on observe, c'est plutôt qu'il y ait des difficultés marquées au départ qui vont s'améliorer avec le temps.
mais peut-être aussi, parfois, je vais parler pour ce que je connais, parce que l'attention, c'est un autre domaine de pratique, mais il y a certaines situations, dans certaines situations plus complexes, on peut voir apparaître des choses qu'on ne voyait pas apparaître avant parce qu'on simplifiait un peu les situations. Donc des fois, c'est un peu le contexte aussi qui fait ça. Mais si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui apparaissent, ça peut être intéressant de demander du soutien. Là, dans ce cas-là, pour l'attention, ça pourrait être d'un psychologue ou d'un neuropsychologue, par exemple, pour avoir des informations. Est-ce que, ouais. Tu dis le mélange de mots aussi, là, des fois, comme tu disais, là, ça m'a fait penser, au lieu de je vais débarrer la porte, je vais débarrer la clé. Oui. Ça, j'entends. Il le fait souvent. Dans ce genre-là, des fois, il me dit, là, il se reprend, mais ça commence. Là. Vous trouvez que ça commence? Ou comme tu dis, habituellement, ça s'améliore plus avec le temps. C'est pour ça, si vous voulez avoir du soutien, là, appelez la clinique universitaire. Ils pourraient lui proposer des stratégies pour améliorer ça. N'hésitez vraiment pas parce qu'il y a de la place là, à la clinique universitaire. Pour la clinique universitaire? Oui, je vous l'ai mis et je vais vous le remontrer. Merci. Il est écrit à côté là, de première ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ce que j'ai compris, c'est qu'un AVC peut se produire un peu partout dans un ou l'autre des hémisphères. J'ai de la misère à comprendre pourquoi est-ce que les 3 symptômes principaux sont les mêmes, puis d'ailleurs sont liés aux capacités motrices. En fait, ce que j'en comprends, ce que je pourrais en expliquer, c'est qu'au départ, un AVC, ça a un impact tellement énorme dans le cerveau que le cerveau va réagir comme de façon un peu globale et que donc on va observer souvent ces signes-là de façon plus ou moins subtile. Mais c'est parce qu'en fait, quand il y a un AVC, il y a une réaction de masse, il y a un œdème, il y a ce qu'on appelle un diaskisis, c'est-à-dire une zone autour qui va être un peu anesthésiée. Il y a aussi ce diaskisis-là, il va aussi se répercuter sur l'autre hémisphère. Donc ça fait en sorte que c'est comme s'il y a une anesthésie globale du cerveau qui va se résorber dans les heures qui suivent. Donc c'est ce qui explique pourquoi ces signes-là sont flagrants. Et puis, parole, mouvement, paralysie. Habituellement, il y a aussi 2 signes qui s'ajoutent, mais ils les ont enlevés, je pense, par souci d'économie pour que les gens s'en rappellent plus. Là. Habituellement, il y a aussi maux de tête, vraiment une céphalée vraiment sévère et aussi des possibilités de troubles visuels. Donc c'est vraiment un peu les grandes fonctions du cerveau, comme si le cerveau réagit un peu en masse. Là. Donc c'est pour ça. Par contre, plus tard, ça se précise. Avec la récupération, on va voir les troubles se préciser. Quand vous avez parlé de la synapse, dans le fond, les cellules qui se reforment, c'est lesquelles cellules du cerveau? En fait, dans le cerveau, on a donc les neurones et ce qui va partir des neurones, c'est les synapses. Et en fait, ce qu'on observe suite à un AVC, c'est ce qu'on appelle un bourgeonnement synaptique. Donc, c'est comme des nouveaux synapses qui vont émerger des neurones. C'est comme une régénération pour réagir. Les neurones se régénèrent. Oui, il y a des nouvelles synapses, en fait, des nouvelles connexions qui vont. Okay, donc, s'il n'y a pas de neurones. Pas des corps cellulaires. Non. Okay. Non, pas des corps cellulaires, des synapses. Parfait. Ouais. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, si ça t'intéresse, là, le bourgeonnement synaptique. Moi, ma mère a fait un AVC. C'était de chaque côté du tronc cérébral. Oui. Et puis, elle a fait un coma. Elle est sortie de ça miraculeusement, je pense. Oui. Au bout de 3 mois de réadaptation, elle fonctionne bien, puis tout ça. On a réussi à ce qu'elle parle, puis tout ça. Mais je trouve que ça fait 4 ans à peu près de ça. Je trouve que maintenant, ça régresse. Oui. Alors, quelque chose dont j'ai peu parlé, parce que je ne voulais pas rentrer dans ce détail-là, mais puisqu'il y a une deuxième... 85 ans, alors 89, oui, c'est ça. L'AVC, c'est d'une part le signe d'un vieillissement artériel. Ça veut dire qu'il y a à la base une problématique artérielle générale. Donc, ça veut dire qu'on a un fonctionnement cérébral qui est un peu plus ralenti et qui va amener une problématique, un AVC. On sait aussi qu'il y a de grandes chances de récidive d'un AVC. Quand on a fait un AVC, souvent, on a plus de chances d'en faire un deuxième. Et des fois, on peut en faire un deuxième, puis c'est un peu plus subtil, où il peut y avoir des espèces de petits sursauts. Puis ça peut expliquer pourquoi, après des phases de plateau, on peut avoir des phases un peu de régression. Mais des fois, c'est simplement aussi, comme je disais avant, une histoire de contexte.
Souvent, quand on a fait un AVC, après, moi, je ne suis pas une spécialiste là, de l'AVC, là, je suis pas médecin, je vous parle un peu au travers de mes connaissances du langage, mais c'est sûr que selon le contexte, il y a des choses qui vont ressortir plus ou moins. Selon le niveau de stimulation qu'on reçoit, on ne va pas récupérer de la même façon. Il y a toute une phase de récupération qui est vraiment importante. C'est ça. Quand on est en thérapie, on réagit beaucoup, on récupère beaucoup, mais plus tard, on peut atteindre une espèce de phase de plateau ou avoir l'impression qu'on progresse moins. Et dans ce temps-là, il y a encore temps d'aller chercher du soutien parce qu'on sait qu'il y a encore quelque chose de possible. Voilà. Okay, merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. J'ai lu il n'y a pas longtemps que les heures de sommeil pouvaient influencer aussi sur le risque d'ACV. Je sais pas. Je peux pas. Non, mais je peux pas vous. Je veux pas. En fait, c'est que je sais, mais c'est pas mon métier, donc je veux pas. Je veux pas rentrer dans le détail. Mais je pense que je sais qu'il y a un lien étroit aussi il peut y avoir un lien entre par exemple, les pathologies d'apnée du sommeil, tout ça, parce que tout ça c'est lié, l'oxygénation, le fonctionnement du corps, tout ça. Mais oui, je pense que c'est un facteur de risque, mais c'est pas dans les principaux qui sont cités, ouais. Ouais, mais ça peut être un facteur de risque. Alors, bonsoir. Oui. J'ai bien aimé votre conférence. C'était très intéressant. Je veux juste savoir, selon les personnes qui ont été atteintes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? On parle souvent dans différentes maladies, entre autres l'exercice, l'alimentation. Oui. Est-ce que ça peut avoir des impacts assez grands? Oui. Et en deuxième question, au niveau du soutien, est-ce que tous les soutiens que vous avez parlé, c'est des soutiens qui sont financièrement pour la personne qu'elle doit débourser, ou bien il peut y avoir des soutiens qui sont payés par le gouvernement, ou je ne sais pas trop. Alors, je vais d'abord répondre à votre première question. Je crois que je l'ai déjà perdue. Vous pouvez me la répéter? Alors, ma première question, c'est de savoir au niveau de la personne elle-même. Oui, c'est ça. Il y a des études qui ont démontré qu'il y avait des facteurs qui influençaient la récupération. Et dans ces facteurs-là, il y a la motivation de la personne, son implication, en fait. Comment est-ce qu'elle est motivée par la thérapie qu'on va lui proposer? Si, par exemple, elle est juste après son AVC, puis qu'elle voit ses thérapeutes une fois par jour, elle voit son orthophoniste, son ergothérapeute, son physiothérapeute une fois par jour, bien, l'implication émotionnelle, puis c'est démontré en psychologie que l'implication et la motivation influent sur les performances. Cette implication-là va avoir un impact sur la récupération. Donc déjà, il y a ça. Il y a les exercices qu'on va donner, parce que tous les métiers de réadaptation, de rééducation, ergothérapie, physiothérapie, ça va avec une fréquence. C'est-à-dire que c'est parce qu'on répète les exercices, c'est parce qu'on se pratique que le cerveau va pouvoir récupérer. Donc l'implication dans les thérapies et l'implication dans les exercices qu'on va pouvoir faire à la maison, on le sait que ça a un impact sur la plasticité cérébrale. Je pense aussi qu'un des éléments, parce que là je comprends que vous avez probablement un proche dans votre entourage, c'est... Mais ça fait quand même quelques années, là. Je pense qu'une des choses aussi, c'est d'être capable de s'affirmer en tant que personne qui a des choses à dire. Là. Mm-hmm. Je pense que c'est aussi aux proches de voir ces signes-là d'isolement, mais que la personne soit convaincue qu'elle a quelque chose à dire, puis qu'elle n'a pas besoin de s'isoler, puis qu'elle s'en convainc en faisant des essais-erreurs, là, en prenant la parole, là, en y allant, en fait, en se pratiquant, parce que le cerveau, c'est une machine, là. Si on arrête de pratiquer, ben, on progresse moins. Non, c'est ça. Donc, si on s'implique, si on vit des choses, on a peur d'aller commander au restaurant. De commander au restaurant, ben, on se tente, là, puis au pire, il y a quelqu'un autour qui va nous aider. Puis, par exemple, être capable de nommer qu'on est aphasique, c'est des choses qu'on essaie de faire beaucoup avec les personnes aphasiques, les amener à être capables de nommer elles-mêmes. Je suis aphasique, pour m'aider, faites ça. Il y a même des cartes qui ont été créées où il y a des stratégies de communication principales pour la personne qui peut montrer à son interlocuteur. Donc ça peut être des stratégies. Votre deuxième question, c'était sur les ressources. Oui, c'est ça. Alors, malheureusement, j'ai mal fait mes devoirs. Je ne sais pas comment exactement ça fonctionne à la clinique universitaire. Par contre, on a 2 étudiantes ici, mes étudiantes. Donc, peut-être que... Est-ce que je peux leur passer le micro ou... Juste parce que comment ça fonctionne, en fait, au niveau de...
est-ce que les séances, on doit les payer à la clinique universitaire? Oui, à la clinique universitaire, c'est beaucoup moins cher qu'au privé. Je pense que c'est presque la moitié du prix. Donc, je ne vais pas m'avancer côté prix, mais je sais que c'est beaucoup réduit à la clinique. Mais c'est certain que c'est fait par des stagiaires, mais on est très bien encadré par des superviseurs, puis ça demeure un travail de qualité qui est fait. Là. Tout à fait. Donc, oui, vas-y. Oui, il y a des reçus qui sont émis, mais là, côté financier, je ne sais pas. Vous pouvez toujours appeler, les secrétaires sont très gentils, ils peuvent aider. Mais il y a des reçus qui sont émis, puis, quand on vient de subir un AVC, tout ce qui est prise en charge vraiment d'urgence à l'hôpital, puis après, tout ce qui est réadaptation, c'est pris en charge par la RAMQ. Mais après, c'est vrai que quand on s'éloigne, il faut avoir des bonnes assurances pour pouvoir avoir ça. Une des façons de faire, donc, c'est d'aller dans des milieux comme les cliniques universitaires plutôt que le privé, quand il y a de la place. Et la deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est les associations de personnes aphasiques. C'est des milieux où c'est pas juste de l'entraide c'est pas juste une association classique où on se retrouve autour d'une table pour boire le café. Là, il y a aussi des groupes de stimulation. Moi, en tant qu'étudiante, pendant plusieurs années, j'ai animé des ateliers de stimulation langagière pour des personnes aphasiques. Donc, il y a des possibilités, en fait, d'avoir une stimulation langagière adaptée, pas de la rééducation individuelle, ça c'est plutôt dans les cliniques ou au milieu privé que vous la trouverez, mais des animations. Puis participer à des activités avec d'autres personnes aphasiques, en fait, puis avoir du soutien. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, si ça fait un certain temps, il peut y avoir une réévaluation à ce moment-là, si on va Alors, dans les cliniques universitaires, oui. Par contre, dans les associations, ce n'est pas des milieux de santé en tant que tels. Donc, il peut y avoir des orthophonistes qui travaillent dans l'association, mais elles ne sont pas dans un milieu médical, donc elles ne feront pas de réévaluation. Ça peut être une très bonne idée dans votre contexte d'appeler la clinique universitaire, demander à avoir une évaluation, puis un suivi, puis de pouvoir, dans le même temps, prendre contact avec l'association des personnes aphasiques, puis avoir une intégration à des services, des ateliers, tout ça. Ce serait une excellente probabilité de stimulation. Oui, c'est vraiment. Aidante naturelle. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce serait possible que quelqu'un fasse un ACV puis s'en rende pas compte? Oui. Alors, je suis passée très vite là-dessus. Parce que je ne voulais pas vous faire un cours en long, en large et en travers sur les AVC. Mais je vous ai parlé des AVC ischémiques. En fait, les AVC ischémiques, c'est quand une artère se bouche. Il y a une forme d'AVC ischémique qui s'appelle les AVC ischémiques transitoires. C'est en fait quand l'artère se bouche, mais qu'elle se débouche toute seule d'elle-même. Et souvent, il va y avoir des symptômes qui vont être visibles. En fait, il va y avoir exactement les mêmes symptômes que quand on a un AVC ischémique classique, sauf qu'ils vont se résorber dans l'heure qui suit. Mais ce que ça dit, un AVC ischémique, c'est que l'artère est en mauvaise santé. C'est ça que ça dit. Donc, quand on fait un AVC transitoire, donc quand on a une sensation qu'on a peut-être fait quelque chose, mais qu'on n'est pas sûr, il faut aller consulter. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on a peut-être une fragilité au niveau cardiaque ou au niveau du cholestérol, etc., puis qu'on peut peut-être avoir un traitement, par exemple, prendre un fluidifiant sanguin qui va éviter que des caillots de sang puissent venir se loger dans une artère qui serait affaiblie. Donc oui, ça arrive qu'on fasse des AVC et qu'on ne rende pas compte, ou qu'on s'en rende presque pas compte, ou que ça arrive puis que ça passe. Ça arrive. Mais c'est un signe de fragilité. C'est pas anodin. Oui. En fait, moi, j'en ai fait une il y a 1 mois. OK. J'ai fait un ICT, comme vous dites, transitoire. Un transitoire, oui. Exactement. Et j'avais aucune idée de ce qui se passait. Je faisais mon épicerie et la moitié du visage s'est mis à me paralyser. Donc, sur le coup, j'ai eu l'impression de faire peut-être une allergie alimentaire en me disant « qu'est-ce qui se passe ?» Puis, c'est en arrivant chez moi, je voyais que ça ne se passait pas. J'ai téléphoné au service d'urgence. C'est ça. Puis, depuis ce temps-là, j'ai le visage un peu paralysé. Encore la moitié du côté gauche. Des fois, je cherche mes mots, j'ai des trous de mémoire. J'ai pas eu de séquelles au cerveau.
j'ai un peu la pupille dilatée de temps en temps. Des fois, je m'enfarge dans mes mots aussi un peu, mais je ne savais pas du tout que je faisais ça. Là, je me demandais qu'est-ce que je faisais. Et d'ailleurs, sur la Fondation des maladies du cœur, sur le site Internet, il y en a une dame qui montre qu'est-ce que c'est un léger AVC, là, qui parle, que vraiment la bouche croche un peu. Et non, je ne m'en suis pas aperçue, moi, que je faisais ça. C'est ça, donc... c'est ça. Puis moi, je suis normalement très en santé, je mange bien. Mais les facteurs de risque... C'est ça, à de la médication. C'est ça. Il y a des gens très en santé qui font un AVC. Un facteur de risque, c'est statistique. Là. Absolument. Donc, là, j'imagine que ça devrait passer. Là. Éventuellement, tous les symptômes, là, c'est juste fatigant pour moi. Parce que j'ai vraiment la moitié de la langue, la moitié du visage là, qui est Puis est-ce que vous avez un suivi en orthophonie? J'ai pas de suivi, non. Appelez la clinique. Même si c'est léger, si vous voyez un impact sur votre vie, comme je disais, si vous vivez des situations, ce qu'ils appellent des situations de handicap, là, si vous avez la sensation que ce que vous vivez, ce n'est pas représentatif de ce que vous étiez avant votre AVC, ça peut, si vous avez envie de soutien, vous pouvez en recevoir, là, même si ça vous paraît léger. C'est plus au niveau de la mémoire. Comme je suis étudiante, c'est plus difficile pour moi de me concentrer ou c'est beaucoup de par cœur, donc alors à la clinique, oui, je comprends. Alors à la clinique, il y a aussi un service en psychologie et en neuropsychologie qui pourrait vous aider sur les aspects de mémoire et d'attention pour trouver des stratégies, puis peut-être pour mieux cibler vos difficultés pour vous aider. D'accord. Donc vous pouvez appeler aussi. De rien. Je trouve qu'on a beaucoup parlé des traitements sur les AVC ischémiques, mais sur les AVC hémorragiques, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ce dont j'ai parlé, ça peut être la conséquence aussi d'un AVC hémorragique. On peut avoir une aphasie de ce type-là, même quand on a un AVC hémorragique, sauf que la différence, c'est pas mal le potentiel de récupération. On sait que les AVC ischémiques ont souvent des conséquences plus ciblées, plus focales. Comme c'est une zone en particulier qui était plus irriguée, c'est un peu focalisé là-dedans, donc on sait un peu quoi travailler, on sait comment fonctionner. Pour les AVC hémorragiques, c'est un peu plus diffus, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile d'avoir un progrès comme très clair. Donc oui, ça c'est aussi la conséquence d'un AVC hémorragique. Ok, mais en fait, ma question, c'est... pour le traitement de l'AVC en tant que tel? Oui, c'est ça. Ok, ça, c'est une question médicale. Donc, ce que je sais, c'est que en fait, je vous inviterais à regarder des informations sur le site de la Fondation des maladies du cœur, parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Mais si la difficulté est à la surface du cerveau, je sais qu'il y a des possibilités d'intervention chirurgicale pour aller notamment clamper, fermer la zone qui serait ouverte. Mais ça, il faut que ce soit à la surface du cerveau et qu'on sache exactement où ça se passe. Mais sur le site de la Fondation des maladies du cœur, je pense que c'est expliqué comment c'est traité. Ok, merci. Désolée, j'ai fait une réponse d'orthophoniste parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit une question médicale. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. Puis je vais terminer là-dessus. Ouais, merci beaucoup, Anaïs.